Salam alaikum. Donc on va essayer de consacrer la séance d'aujourd'hui à l'étude des effets de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Bien sûr, comme vous savez, comme on l'a déjà vu, que une entreprise en difficulté nécessite obligatoirement un jugement. Et quand on parle de être en état ou que l'entreprise est en état de cessation des paiements, ça veut dire que cette entreprise n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible par son actif disponible. Et que le tribunal doit s'assurer, sur la base d'une demande introductive en instance, déposée par les personnes qui ont le droit de demander ou de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à savoir les créanciers, quelle que soit la nature de leur créance, le chef d'entreprise qui doit déclarer sa cessation des paiements dans un délai de 15 jours sous peine de forclusion, plutôt de déchéance commerciale, à la demande du ministère public, parce que le livre 5 relève, comme on a expliqué, de l'ordre public économique, et bien sûr la saisine d'office par le tribunal de commerce. Et la saisine d'office, c'est lorsque le chef d'entreprise n'exécute pas ou n'honore pas les obligations du règlement, ou ce qui est dans le règlement amiable. À partir de là, donc, on a la preuve comme quoi l'entreprise est en état de cessation des paiements. Bien sûr, le jugement n'est pas un jugement déclaratif, c'est un jugement constitutif, parce qu'il crée une situation nouvelle. L'entreprise est en difficulté, d'accord, elle est en état de cessation des paiements, mais la demande peut être rejetée par le tribunal. Ça dépend des tendances. Il y a des tribunaux, comme le tribunal de Casablanca, qui exigent vraiment des preuves telles que, des fois, il exige même des jugements de condamnation au paiement d'une somme d'argent pour pouvoir solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, même si, moi, personnellement, je ne partage pas la même position avec le tribunal de commerce de Casablanca, parce que le législateur, dans le livre 5, a exigé le fait d'être en état de cessation de paiement, et on peut le prouver par tous les moyens dont on dispose. Et la philosophie du livre 5, c'est de pouvoir, bien sûr, venir en secours à une entreprise avant qu'il arrive au stade de la situation irrémédiablement compromise. Donc le jugement est un jugement constitutif. Il nous crée une situation nouvelle. Ça veut dire l'entreprise, après le jugement, il rentre dans le cadre d'un dirigisme judiciaire. Dirigisme judiciaire, ça veut dire que la procédure, à partir de l'ouverture de la procédure de redressement, donc le tribunal maîtrise tout. Et même les organes, tels que le syndic, ils travaillent sous le parapluie de juge-commissaire qui est un juge de carrière, un juge professionnel. Donc, automatiquement, lorsqu'il y a un jugement, le premier effet de ce jugement, c'est qu'il entraîne la cessation, plutôt la suspension des poursuites individuelles. Il suspend les poursuites individuelles. Mais il faut comprendre pourquoi le législateur a utilisé la suspension. On peut des fois utiliser le mot arrêt, l'arrêt des poursuites individuelles, mais le mot suspension est beaucoup plus adéquat, compatible avec la nature de la suspension plus que l'arrêt.
quand on dit j'arrête les poursuites individuelles, ça veut dire des fois d'une manière définitive. Mais quand on parle de la suspension, on suspend. Pourquoi on suspend? On suspend les poursuites individuelles parce que on a de l'espoir à ce que la situation de l'entreprise va être redressée. L'entreprise va continuer. Et d'ailleurs, le livre 5, c'est, comme on a toujours expliqué, il dit que le livre 5, c'est un droit de la distribution de la pénurie, un droit de la distribution des sacrifices. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Les salariés vont être licenciés parce qu'on ne peut jamais imaginer une entreprise en difficulté sans qu'il y ait de licenciement. C'est un licenciement pour motif économique. Les créanciers doivent adhérer en accordant des délais de paiement et pourquoi pas des remises de dettes. Le chef d'entreprise doit aussi accepter des sacrifices parce qu'il peut être évincé, écarté, limogé carrément de la gestion de son entreprise si le jugement accorde la gestion totale au syndic. L'activité risque d'être aussi scindée, parce qu'on peut liquider une partie, redresser une autre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que qu'on a un corps malade, il est atteint, je m'excuse si j'utilise le terme, du cancer, donc la solution des fois c'est quoi? C'est une amputation de l'organe qui est malade pour que le reste du corps puisse vivre. Donc, première solution, c'est qu'on suspend. D'accord, on suspend, ça ne veut pas dire que tu perds le droit d'agir contre l'entreprise en difficulté. N'oubliez pas que après le jugement, qu'est-ce qu'on doit faire? Après le jugement, on a un jugement d'ouverture, d'accord. Mais le tribunal, pour quel statut? Est-ce que l'entreprise est en difficulté ou pas en difficulté? Ou au contraire, parce que la solution diffère en fonction de la situation économique et financière et sociale de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit faire obligatoirement quoi? Il doit faire non, pas une pause, un diagnostic. Un diagnostic. Ce diagnostic va être fait pendant une période qu'on appelle la période de... En droit français, on utilise la période d'observation. Mais dans le code de commerce marocain, c'est la période de préparation de solution. Mais en fait, c'est une période d'observation. C'est pour cela que la plupart des règles qui sont applicables pendant la période d'observation, c'est une période de la continuation de l'exploitation, ou de la continuité de l'exploitation. On maintient l'entreprise pendant cette période. Donc, on doit mettre à la disposition des organes de la procédure tous les moyens nécessaires pour le faire un bon diagnostic. Parce que c'est inconcevable de dire au syndic aujourd'hui, tu ne prépares un bilan économique et financier et social, et de l'autre côté, on autorise l'exécution sur les biens de l'entreprise. Je ne peux pas autoriser, par exemple, surtout qu'il y a des créanciers qui ont des poursuites internes, telles que la dette publique. Je ne peux pas autoriser à la sécurité, à l'organisme de la sécurité sociale de vendre le fonds de commerce alors qu'on est en train de préparer une solution. Donc, on suspend les poursuites individuelles. C'est pour cela que le législateur français utilise des fois, ou les auteurs français utilisent des procédures collectives. Pourquoi collectives? Ça veut dire qu'on doit garantir l'égalité entre les créanciers. Donc tous les créanciers doivent, bien sûr, agir autrement pour espérer, je ne dis pas pour garantir, mais pour espérer d'être payés. Le seul moyen pour les créanciers, une fois qu'il y a une procédure d'ouverture de redressement, c'est quoi? C'est de déclarer leur créance. Il doit déclarer sa créance. S'il ne déclare pas sa créance, automatiquement, la sanction sera la forclusion. Et la forclusion, c'est la perte de droit, c'est la perte carrément de la qualité de créancier de l'entreprise. Donc on suspend les poursuites individuelles. Pourquoi j'utilise le mot suspendre? Une chose qui est suspendue risque à tout instant de reprendre son chemin naturel. Aujourd'hui, si je bénéficie d'un plan de redressement carrément,
et que les créances ont été programmées, élaborées selon un plan établi par le tribunal dans un jugement d'adoption de solutions. Supposons que le chef d'entreprise n'honore pas ses engagements. Est-ce qu'on va dire au créancier, non, vous devez continuer? Non. Si le chef d'entreprise qui a bénéficié d'un plan de continuation n'honore pas ses engagements souscrits dans le plan, automatiquement on a le droit de demander la résiliation du plan ou carrément la transformation de du redressement en la liquidation. Et les créanciers auront le droit de reprendre leur action. Parce que les sûretés, aujourd'hui j'ai une hypothèque, j'ai un privilège. Pourquoi mes circuits ou non plus déçus pour qu'ils m'accordent le privilège d'être payé ou la préférence d'être payé par rapport aux autres créanciers qui sont chirographaires? Parce que tout simplement, c'est un sacrifice qu'on donne pour l'ordre public économique, pour bien sûr maintenir l'activité d'une entreprise qui est en état de cessation des paiements. Alors si cet objectif n'est pas réalisable, donc automatiquement ce qui est suspendu va continuer. Parce que là c'est comme une suspension sous clause. Non, suspension sous clause résolutoire. Je m'engage à ne pas rester en justice, à ne pas réclamer ma créance, à ne pas procéder à l'exécution forcée tant que ton plan de continuation, tant que le plan de continuation va être respecté. Mais quand on dit plan de continuation va être respecté, ça veut dire moi aussi je vais être payé quelque part. Première année, deuxième année, ça dépend, parce que le plan peut aller jusqu'à 10 ans, même plus, pour le paiement des créances. Mais si le chef d'entreprise, dès la première année, il ne respecte rien, automatiquement, la clause résolutoire et les poursuites. C'est pour cela que je préfère, moi, le mot suspension des poursuites individuelles. Donc, la suspension. Alors, les créanciers, que doivent faire? Donc, on a expliqué qu'il y a des créanciers qui sont postérieurs, il y a des créanciers qui sont antérieurs. Antérieur, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la date. C'est pour cela, des fois, qu'on dit qu'il y a des cas, où le jugement produit ses effets à partir de sa date. C'est le cas. Il y a des jugements qui produisent, il y a des fois, le jugement produit ses effets à partir de la publication au bulletin officiel. Donc ça dépend des cas. Là, bien sûr, les créanciers les créanciers antérieurs à la date de jugement. Date de jugement. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent déclarer leurs créances. Donc là, la déclaration, il faut faire attention quant à la nature juridique de la déclaration. C'est une demande qui rentre dans la sphère de l'article 3 du Code de la procédure civile. Ça veut dire que le tribunal agit dans la limite de la demande des parties. Un créancier doit faire sa déclaration et aussi préciser la nature de sa créance. Est-ce qu'il est créancier hypothécaire? Est-ce qu'il a un privilège? Est-ce qu'il est créancier chirographaire? Il déclare, quelle que soit la nature de la créance, civile ou commerciale. Mais il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire tout créancier a le droit de déclarer quelle que soit la nature de sa créance? Est-ce que ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une créance civile? Est-ce que toute créance civile peut être déclarée? Parce que l'article ne précise rien.
Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on veut interpréter un texte de loi ou un article dans le livre 5, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier les objectifs de la loi. Ces objectifs sont le maintien de l'activité, le paiement ou le désintéressement des créanciers et le maintien de l'emploi. Ceci veut dire aujourd'hui, si le président directeur général a signé un contrat avec une salle de fitness, et on a 2 arriérés de 2 années, c'est une créance civile, oui ou non? Mais est-ce qu'il peut être déclaré? Selon le texte, quelle que soit la nature de la créance, la nature c'est civil ou commercial, mais est-ce qu'il peut déclarer cette créance? Bien sûr, on va dire que c'est non. Parce qu'un des objectifs de la loi, on s'intéresse aux créances qui permet quoi? Le maintien de l'activité. Ça veut dire que la créance civile, pour qu'il soit pris en considération, il doit avoir un lien avec l'activité. Il faut qu'il y ait un lien direct ou indirect avec l'activité. Parce qu'il y a des créances civiles qui ont un lien avec l'activité. Le bailleur, le propriétaire des murs, il n'est pas commerçant. Mais on ne peut pas négliger, on ne peut pas dire que le bail n'est pas important. C'est une créance qui a un lien direct avec l'activité. Si tu n'as pas de local, automatiquement tu risques de perdre un des éléments les plus chers des fois dans des fonds de commerce, à savoir le droit au bail. C'est la même philosophie de tenir en matière fiscale, la déduction des charges. Comment la déduction? C'est-à-dire que les charges qui sont déductibles fiscalement, elles doivent remplir un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il faut qu'elles soient effectives dans l'intérêt de l'entreprise. Exactement. Oui. Exactement. Alors donc, quel que soit la... Et il doit déclarer. Le problème, le deuxième aspect, le deuxième problème, ou le deuxième handicap peut-être auquel quelques créanciers ont été confrontés, vous savez que le business en général, il se fonde sur la confiance et la rapidité. Donc je peux vendre une marchandise avant de l'acheter. C'est possible. J'ai un client potentiel, il me réclame 3000 pièces, je n'ai pas la marchandise dans les médias, je peux déjà négocier sa vente et je la commande après. Ça veut dire, c'est la rapidité et la confiance. Des fois, je n'ai pas de preuves dans les médias. Et vous savez que je dispose de combien? Je dispose de 60 jours pour déclarer ma créance, sous peine de forclusion. Donc je risque de perdre. C'est pour cela que le législateur a autorisé aux créanciers de déclarer les créances, même s'ils n'ont pas de titre. Même s'ils n'ont pas de titre. Mais là, il faut faire attention. Il ne faut pas interpréter ce texte en disant peut-être moi, je me balade à Casablanca, je lis sur une pancarte, je ne sais pas, sur un bulletin officiel, qui est une procédure de redressement ouverte contre X, et je m'adresse au syndic en lui demandant j'ai 5 millions de dirhams. Non. Il faut quand même comprendre le texte dans sa connotation juridique. Parce que des fois, lire, c'est pas observer. Il ne faut pas lire la phrase, il faut lire l'idée. Parce que la langue de Molière, on s'intéresse aux phrases. Mais dans le droit, on s'intéresse aux idées. C'est très important. Donc, le fait de dire même s'il n'y a pas de titre, ça veut dire que la créance existe, mais le titre fait défaut. Vous allez me dire, mais comment?
Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a l'organisme de sécurité sociale, la CNSS. Si vous avez une entreprise qui n'est pas affiliée au régime de la sécurité sociale, il n'est pas affilié. Est-ce qu'on peut prétendre que la CNSS a le titre de créance? Il ne connaît même pas cette entreprise. Il n'est même pas recensé au niveau de la sécurité sociale. Mais entre-temps, il a été donné d'apprendre par ses moyens ou par une communication. Bon, pour les impôts, le problème ne se pose plus parce qu'ils doivent être, on verra après, ils ont un privilège de procédure, parce qu'ils seront invités à déclarer. Donc, si la CNSS apprend que telle entreprise est en redressement judiciaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il déclare. Il déclare 5 millions de dirhams, même si l'actif de l'entreprise ne dépasse pas 10 000 dirhams. Parce qu'on peut réduire le montant de la déclaration, mais on ne peut jamais l'augmenter. Aujourd'hui, je déclare 5 millions, je peux, au moment de la vérification, le réduire à 1 dirham. Mais tu déclares 1 dirham, tu n'obtiendras jamais 2 dirhams. C'est pour cela, même dans le système des oppositions en cas de vente de fonds de commerce, on remarque que la CNSS table sur un chiffre très fort. Parce que la justice n'accepte jamais d'augmenter. Parce que là, c'est une demande. Tu fais opposition, ça veut dire que tu réclames un montant. Mais tu ne peux pas prétendre demain que, par erreur, c'est pas 2 millions, c'est 3 millions. Mais tu réclames 5 millions, tu peux dire je me suis trompé, c'est 2 millions, pas de problème. C'est pour cela qu'il table toujours sur un chiffre. Donc là, on est sûr et certain, là où il y a les ressources humaines, il y a une créance de la CNSS. Parce que les cotisations sont obligatoires. Donc automatiquement, la CNSS a le droit de faire une déclaration et au moment de la vérification, il doit produire des preuves à l'appui. Parce qu'il y a la première phase, c'est la phase de déclaration. Et la deuxième phase, c'est la phase de vérification. Et après la vérification, il y a l'acceptation ou le rejet de la créance par une ordonnance rendue par le juge commissaire en tant que juge. Donc on déclare, quelle que soit la nature de la créance, même s'il n'y a pas de titre. Donc la même chose pour un commerçant. Il y a des commerçants qui sont en relation d'affaires. Et d'ailleurs, vous avez bien étudié en droit commercial que même le silence vaut acceptation lorsque deux commerçants sont en relation d'affaires. Parce qu'on ne peut pas tout formaliser dans les médias, dans le matière commerciale. Dans le monde du business, on ne peut pas tout formaliser à l'instant. Des fois, les pièces viennent après, les justifs viennent après. Mais là, on est lié à un temps. Et vous savez que la forclusion, le risque, la forclusion, elle relève de l'ordre public. On ne peut jamais suspendre le délai de forclusion. Par contre, on peut suspendre le délai de prescription par une demande en justice, même faite devant une juridiction incompétente. Je m'adresse au tribunal civil alors que l'affaire est commerciale et suspends ma demande. Il sera rejeté, pas rejeté, donc fin de non-recevoir de l'autre côté, mais ma demande suspend quand même la prescription. Alors que la forclusion, c'est impossible. Même les cas de force majeure ne joueront jamais en faveur d'un créancier qui est négligent. Vous savez, quand on est négligent, on assume, on doit assumer. Et c'est bien dit, parce que des fois, il faut faire le rapprochement entre des codes. Dans le code du travail, vous avez bien étudié l'article numéro 20, dans lequel le législateur dispose que le salarié est responsable de sa faute, de son fait,
de sa négligence et de son impéritie. Donc on assume la responsabilité de la négligence, on assume la responsabilité de l'imprudence. La négligence, c'est une négligence. On assume. Donc, quand on est négligent, on assume. Et lorsqu'il y a une sanction qui est la forclusion, c'est fini. Tu perds la qualité de créancier. Le seul moyen qui vous reste, c'est, bien sûr, parce que quand même, tu vas déclarer, tu auras une ordonnance comme quoi forclusion, donc c'est une créance en souffrance, fiscalement parlant, il va être prise en considération sur le plan fiscal. C'est le seul avantage qui vous reste, ça veut dire une créance en souffrance parce que tu ne peux pas récupérer ta créance, donc il ne sera pas qualifié comme un résultat, fiscalement parlant. Mais juridiquement parlant, tu ne peux pas intenter une action, et d'ailleurs, forclusion, automatiquement, il est soulevé par le juge commissaire. Donc, ils doivent déclarer. Ils doivent déclarer, bien sûr, la créance, la nature de la créance, doivent déclarer quelle que soit, bien sûr, quelle que soit la nature de cette créance, ils doivent déclarer, même s'il n'y a pas de titre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas de titre, tu déclares. Mais il faut potentiellement prouver auprès du syndic qu'il y a la créance. Ça fait des années que je suis en relation d'affaires avec ce monsieur, j'ai livré 1000 pièces, l'équivalent c'est, il doit l'accepter, mais je produirai bien sûr la preuve au moment de la vérification de cette créance. Bien sûr, les créanciers dont les sûretés sont publiées, les créanciers dont les sûretés sont publiées bénéficient d'un privilège que j'appelle un privilège de procédure. Ils ne sont pas exonérés de l'obligation de déclaration des créances. Ils doivent déclarer, mais tout simplement, ils doivent être invités. Donc le syndic est dans l'obligation d'adresser un courrier à ses créanciers en les invitant à faire la déclaration de leurs créances. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on les connaît. Et lorsqu'on parle des sûretés publiées, bien sûr publiées où? Non, on ne publie pas les sûretés dans le bulletin officiel. Au registre de commerce, à la conservation foncière, ça veut dire les supports de publicité qui sont officiels. Donc c'est la sûreté publiée, pas de problème. L'administration fiscale a bénéficié à travers un amendement inséré gentiment et poliment dans la loi de finances, bénéficie de ce privilège de la convocation, de la déclaration, donc même si c'est une inégalité entre les créanciers, parce que pour moi, l'administration fiscale doit être traitée sur le même pied d'égalité avec les autres créanciers, parce qu'on dit administration fiscale, c'est l'État, et l'État doit contribuer à l'aide des entreprises en difficulté, ne serait-ce au niveau de rééchelonner, bien sûr, sa dette, mais chercher à être payé en premier lieu, surtout que le problème de toutes les entreprises marocaines lorsqu'ils sont en difficulté, c'est la charge de la dette publique. Vous avez la dette de la CNSS, vous avez la dette de l'administration fiscale, vous avez la dette des fois de la commune, parce qu'il y a des entreprises qui payent énormément de taxes, et qui sont des taxes locales. Si vous avez un restaurant, vous payez l'occupation de domaine public, vous payez l'enseigne, vous payez les bâches, vous payez la cotisation minimale, vous payez le débit de boisson, tu payes la TVA et 3 points de suspension. Donc, des fois même l'ouverture matinale et la fermeture tardive. Donc, la charge de la dette publique pèse des fois sur les entreprises qui sont en difficulté. Donc, d'ailleurs, j'ai suggéré cette recommandation à Tanger lors de la conférence sur la réforme de la justice, demander à ce que, et les temps, que l'État vient après les créanciers
chirographaire parce que c'est pas normal. Au contraire, si on fait la distinction entre un chef d'entreprise de bonne foi et de mauvaise foi, moi je ne parle pas des fraudeurs, je ne parle pas des gens qui sont de mauvaise foi, je ne parle pas des gens qui font des détournements et des dissimulations, je parle des gens qui sont honnêtes et par accident ils sont en difficulté. Ces gens-là, il faut carrément créer des caisses de soutien. L'État peut encourager l'investissement dans des régions à travers les encouragements fiscaux. Si tu maintiens une entreprise en difficulté dans la région de Ouarzazate, je te bénéficier d'exonération de 20 ans. Si je veux de l'agriculture dans la région de Meknès, je vais inciter les gens à acheter parce que vous savez, le monde des affaires a besoin qu'on crée ce potentiel de l'achat de l'entreprise en difficulté. Parce qu'une entreprise en difficulté n'est pas obligatoirement une entreprise morte. Il peut être ressuscité si on a vraiment des hommes d'affaires qui s'intéressent, mais à condition, parce qu'un homme d'affaires, les hommes d'affaires sont comme les oiseaux. Non, ils ne pondent jamais leurs œufs que dans des zones qui sont sécurisées. Tu n'as jamais vu un oiseau pondre ses œufs? Non, c'est toujours... Et à tout moment, il risque de s'envoler. Donc, c'est pour cela qu'il faut accorder des encouragements à ces gens-là qui sont de bonne foi, mais les gens qui sont de mauvaise foi, non, j'en parle pas, parce que ces gens-là, c'est des insouciants. Donc, vous savez, les indifférents, on les récupère, les ignorants, on les forme, les insouciants, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Alors là, donc, on incite les gens plutôt les créanciers, tout le monde doit déclarer. Il n'y a pas d'excuse. Seul, là encore une petite précision, il y a des créanciers qui sont dispensés de cette déclaration. C'est ceux qui sont dispensés de la déclaration, c'est les salariés. Mais là encore, il ne faut pas, parce que quand on est salarié, on lit le texte, le salarié est dispensé de la déclaration. Non. Oui, il est dispensé de tout ce qui est procédure de déclaration. Mais des fois, moi, en tant que syndic, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Si je me base sur ce qui est officiel, je vais demander la fiche comptable au niveau de la sécurité sociale, je vais demander l'état des salariés qui sont déclarés, mais peut-être il y a un salarié qui n'est pas déclaré. Il y a un salarié qui a une créance. Aujourd'hui, tu as une créance, tu as des arriérés. Le syndic ne peut pas tout savoir. Le syndic se base sur ce qui est officiel, mais ce qui n'existe pas sur papier, le salarié doit, je ne dis pas déclarer, mais quand même communiquer. Ils doivent adresser un courrier au syndic dans lequel il informe, parce que peut-être ma situation en termes d'ancienneté n'a pas été régularisée. C'est une créance. J'ai un cumul de 5 années de congé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de cumuler 5 années de congé? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on peut cumuler 5 années de congé? 2 ans. C'est un nom ou c'est un joli nom? Les commerciaux disent toujours, n'écoutez jamais un nom qui veut dire oui. Je peux cumuler 5 années de congé, mais à une condition, c'est qu'avant l'expiration, parce que là vous faites appel plutôt à la prescription, tous les droits découlant du contrat de travail se prescrivent par l'écoulement de 2 années. Mais vous avez oublié la suspension de la prescription. Si aujourd'hui, avant l'expiration des 2 années, j'envoie une lettre à mon employeur dans laquelle je réclame mon congé, il ne veut pas me donner le congé, je le perds ou je le garde? Je le garde. La 4e année, j'envoie la lettre et j'ai l'accusé de réception. La 5e année, j'envoie la lettre et j'ai l'accusé de réception. J'ai suspendu la prescription. Je cumule même 10 années.
parce que j'ai suspendu la prescription. Mais en cas de silence et de négligence et d'imprudence, après 2 ans, la 3e année, Est-ce que l'employeur a le droit de réguler le congé pendant ce cas? non, il n'a pas le droit, parce que le congé annuel, faites attention, le congé annuel et le repos hebdomadaire, c'est un droit et c'est une obligation. Un salarié qui refuse de prendre son congé pendant 4 ou 5 années, c'est un voleur. Parce que c'est contre la nature humaine. Une personne qui refuse de prendre son congé, donc il a peur que, à son départ, on va découvrir son champ de mine. Mais un salarié normal va se réjouir de bénéficier de son congé. Donc c'est pour cela que moi, en tant qu'employeur, je peux obliger un salarié de prendre son congé. Parce que, vous savez, attention, parce qu'il faut aller au-delà de ce qu'on lit dans les articles de droit. Parce qu'aujourd'hui, un salarié qui n'a pas bénéficié de son congé, 5 années ou 6 années, si jamais la 7e année, il y a un accident qui survient, est-ce que c'est un accident de travail? Excusez-moi, l'assurance, l'avocat de l'assurance aura des moyens de défense pour dire au juge, votre honneur, ce n'est pas un accident de travail. Ce salarié a travaillé pendant 7 ans sans arrêt. Est-ce que c'est un accident normal? Non, c'est un accident provoqué par la fatigue. Il est épuisé. Donc qui assumera la responsabilité? C'est l'employeur. Parce que pour l'assurance, il va essayer d'échapper, ou au moins de partager la responsabilité pour payer moins. C'est la règle. Parce que chacun défend sa position. Donc c'est pour cela que, donc des fois, il y a des créances que seul le salarié peut connaître et que le syndic ne pourra jamais connaître. Parce qu'un syndic, c'est quoi? Il se base sur des documents. Il peut faire des enquêtes, poser des questions. C'est 3000 salariés, il ne va pas demander aux 3000 salariés. Donc là, même si dans les textes, on nous dit que le salarié est dispensé, est dispensé de ce qui est officiel, ce qui est sur papier. Mais ce qui n'existe pas, le salarié doit le communiquer au syndic pour qu'il soit pris en considération. Des fois, carrément, le salarié a un jugement rendu en sa faveur dans lequel il y a une condamnation pour payer un montant d'argent. Donc il doit le communiquer, bien sûr, au syndic. Alors le syndic, une fois qu'il reçoit ces déclarations, donc la déclaration de créance, c'est quand même, là le syndic est presque, je m'excuse pour le terme, comme une boîte aux lettres. Il reçoit. Mais quand est-ce que, là c'est un fait juridique, c'est pas un acte juridique. Quand est-ce que commence vraiment l'analyse, la vérification? C'est après l'expiration de délai de déclaration. Et là, une petite précision. Parce que dans le texte, il est mentionné, il est stipulé que le jugement d'ouverture de procédure doit être publié dans les 8 jours. Il doit être publié dans les 8 jours, dans un bulletin officiel. Dans le bulletin officiel. Et c'est à partir de cette date que commence le délai de déclaration des créances. Il y a des auteurs qui vous disent, tant que le jugement n'est pas publié, le délai de forclusion ne commence pas à produire ses effets à l'encontre des créanciers. Parce que quand même c'est une obligation, le jugement doit être publié. Doit. Mais à côté de cette formulation que le jugement doit être publié, on ne trouve pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Le législateur a prévu que la publication de jugement doit être faite dans un journal dans les 8 jours, mais à défaut, il n'y a pas de sanction. Et deuxièmement, ça c'est déjà un fait pour expliquer comme quoi la règle n'est pas tout à fait impérative. Parce que du moment qu'il n'y a pas de sanction,
Est-ce qu'on peut dire que la règle est impérative? Si je vous dis, tu dois manger chaque jour à la cafétéria des étudiants. Mais est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Et deuxièmement, parce qu'on oublie que selon l'article numéro 1 du Code de procédure civile, pour rester en justice, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la capacité, la qualité et quelque chose que vous aimez tous, l'intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action. Aujourd'hui, faisons la comparaison entre les deux situations suivantes. Un jugement rendu le 1-1, publié le 8. Le délai dont dispose le créancier pour déclarer sa créance, il est de combien de jours? Du 1 jusqu'au 8. Des ans par défaut, c'est 8 jours. Plus 60, ça fait combien? 68 jours. Donc là, si le texte est appliqué à la lettre. Prenons le cas contraire, la situation contraire dans laquelle le tribunal n'a pas déclaré à temps. Jugement rendu le 1, publié le 15. Combien de jours? 75 jours. Quelle est la situation la plus avantageuse pour le créancier? 75 jours. Ça veut dire, même si tu veux intenter une action en disant « Monsieur le juge, je n'ai pas déclaré parce que le tribunal n'a pas publié dans les 8 jours », le juge va vous dire « Au contraire, cette publication, cette non-publication n'a pas entraîné un préjudice pour vous. Au contraire, c'est une augmentation de délai. Donc, pas d'intérêt. » Il n'y a pas d'intérêt. Mais par contre, si le défaut de déclaration entraîne la réduction de délai, à partir de là, on dit qu'il y a un intérêt. Donc, pas d'action parce qu'il n'y a pas un intérêt. Au contraire, le défaut de déclaration augmente le délai par rapport au créancier. Donc, on ne peut pas, bien sûr, invoquer comme exception de la relevée de forclusion devant le juge commissaire le fait que le jugement n'a pas été déclaré dans les 8 jours à partir de la date de sa publication. À partir de sa date, pardon. Donc, là, on passe à la vérification. Vous remarquez que le premier, normalement, réception, boîte de lettres, il reçoit. Et là, attention, il faut faire attention parce que quand on parle du syndic, parce que malheureusement, la plupart des syndics, ils croient ou ils pensent plutôt que le fait d'être nommé syndic, c'est comme si on a nommé son cabinet, son assistante. Non. On a nommé monsieur X. Ça veut dire que les déclarations de créance doivent être reçues par le syndic, pas par son assistance, son assistant, ou quelqu'un d'autre. Et le fait, par exemple, le syndic qui est nommé au mois de juillet n'a pas le droit au congé le mois d'août. Parce que juillet-août, c'est le délai de déclaration des créances. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le législateur a prévu, si jamais, pour faute du syndic, un créancier n'a pas pu déclarer, il a le droit de demander la relevée de forclusion dans un délai d'une année. On la demande au juge commissaire et bien sûr, cette relevée de forclusion produit ces actes par ordonnance de juge commissaire. Donc après, il y a la vérification faite par le syndic, mais sous le parapluie de juge commissaire. Là, le dirigisme judiciaire commence à prendre toute son ampleur. Parce que d'accord, donc le syndic, il est nommé par le jugement de vertu.
Le juge commissaire est nommé dans le jugement d'ouverture. C'est des organes de procédure. Mais le syndic, il n'est pas dans cette mission un auxiliaire de la justice. Il est un organe de la procédure, de traitement de la difficulté. Il peut être un fonctionnaire et à partir de là, donc, sa responsabilité est réglementée par l'ordre des obligations et contrats de la responsabilité de l'État sur les faits et les fautes commises par ces fonctionnaires lors de l'exécution de leur mission. À partir de là, on peut dire que c'est un mandat, mais avec des spécificités, pas comme le mandat normal. Puisqu'on a déjà expliqué que le livre 5 a mis en place plusieurs institutions, ou a développé bien sûr, a permis à quelques institutions qui sont connues au niveau de droit civil, si j'ose dire, à se métamorphoser au niveau du livre 5. On a déjà parlé de la notion de contrat bien, comme un bien de l'entreprise. Là, on parle d'une sorte de mandat légal, parce qu'aujourd'hui, qu'en lisant l'article 573 du Code de commerce, on remarque que seul le syndic a la possibilité de demander la continuité de contrat en cours. La déclaration des créances, elle est reçue par le syndic. Ça veut dire que c'est la loi qui mandate le syndic. C'est la loi qui mandate le syndic. À partir de là, on peut se permettre de dire que ce mandat est un mandat légal. Comme aussi dans le jugement, il y a des attributions qui peuvent être confiées au syndic par le jugement. Parce que vous savez, pendant la période d'observation, on a besoin, comme on a expliqué, la période de préparation de solutions, on a besoin de réunir tous nos efforts, toutes nos forces, tous les moyens qui permettent au syndic d'élaborer et d'établir un bilan économique et financier et social. Et à la lumière, parce qu'à la lumière de ce bilan, le tribunal se prononcera sur le sort de l'entreprise, continuation, cession ou liquidation. Donc, le syndic, dans ce jugement, des fois, si le tribunal remarque, parce qu'on convoque normalement le président de tribunal, le chef d'entreprise, si tu convoques un chef d'entreprise qui ne maîtrise même pas son domaine, qui est toujours absent, qui n'investit pas dans la gestion de son entreprise, à votre avis, quelle serait la décision du tribunal pour pouvoir maintenir cette entreprise et pour pouvoir la ressusciter? Le remplacer. Par qui? C'est-à-dire pendant cette période, le tribunal peut décider de confier la gestion totale au syndic. Ou que le syndic assiste le chef d'entreprise. Ou que le syndic contrôle le chef d'entreprise. Donc, quand même, lorsqu'on gère, c'est un mandat social, oui ou non? Mais ce mandat, on l'a eu comment? Par un jugement. Donc là, je peux l'appeler mandat judiciaire. Il y a aussi des cas où le syndic accomplit des actes qui sont actes matériels. Ce ne sont pas des actes juridiques. Parce qu'on ne peut pas dire que la déclaration de créance est un acte juridique. Je déclare ma créance. Parce que le mandat ne peut jamais exister que dans le cadre des actes juridiques. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que je mandate une personne pour me construire une maison. C'est faux. Ce n'est pas un mandat. C'est un contrat d'entreprise. C'est un contrat de louage d'ouvrage. Mais tu peux mandater une personne pour signer un contrat. Tu peux mandater une personne pour retirer un document. C'est un acte juridique. Parce qu'entraîne une décharge, ça entraîne et ça entraîne. Mais il y a des actes qui sont purement matériels. Et à partir de là, donc, on n'a pas besoin ni de mandat judiciaire, ni de mandat légal, mais on les trouve dans les textes.
Donc là, le syndic, soit elle est fonctionnaire, donc l'État assume la responsabilité, mais assume la responsabilité, ça ne veut pas dire que l'État paye de sa poche, mais il paye à la place, mais il y a la subrogation. L'État a le droit de récupérer, sinon ça sera un enrichissement sans cause et un appauvrissement auprès du budget de l'État. Si une personne, bien sûr, une tierce personne, qui peut être un comptable agréé, un expert comptable, en fonction de la taille de l'entreprise, donc automatiquement, c'est un mandat, et la caractéristique de ce mandat aussi est différente par rapport aux autres mandats, parce que la responsabilité du syndic doit être interprétée d'une manière rigoureuse. Déjà, il y a le livre 5 a prévu des sanctions qui peuvent aller à des emprisonnements, mais aussi, vous savez, en matière de mandat, lorsque le mandat est rémunéré, la responsabilité doit être interprétée d'une manière rigoureuse. C'est dans le DOC. Lorsqu'une personne te mandate moyennant une contrepartie, c'est une circonstance d'aggravation en termes de responsabilité. Et le syndic, automatiquement, perçoit des honoraires. C'est une contrepartie, donc sa responsabilité va être, en cas de besoin, interprétée rigoureusement. Et d'ailleurs, il peut être condamné et sur des peines civiles et même des fois des peines privatives de liberté, à l'instar de chef d'entreprise, bien sûr, qui a commis de fautes de gestion, parce qu'on peut imaginer la complicité d'un syndic, bien sûr, avec des créanciers. Le syndic peut, avec ses actes, entraîner, bien sûr, des comportements de favoritisme pour quelques créanciers, au détriment d'autres et au détriment de redressement de l'entreprise en difficulté. Je me rappelle, dans une affaire à Agadir, il y a le jugement de liquidation qui a été prononcé contre une société de transport, bien sûr, qui œuvre dans le domaine maritime. Ils ont prononcé la liquidation. Une bonne partie de biens de l'entreprise ont été vendus. Tous les créanciers ont été payés. Il reste encore des bateaux. Mais comment, la question qui se pose, comment on a osé de dire que cette entreprise est en situation irrémédiablement compromise, du moment que de son actif, il y a de quoi payer les créanciers. Donc c'est une mauvaise analyse de la part du syndic. Et là, entre guillemets, parce que le problème, c'est que des fois, la dimension, c'est pour cela que c'est très important pour vous et pour les étudiants de s'intéresser à la finance, de s'intéresser à la comptabilité, de s'intéresser à la gestion financière. Bien sûr, pas en tant que professionnel dans le domaine, mais au moins d'avoir une idée. Parce que je ne peux pas me prétendre être juriste si je n'arrive pas à lire un bilan. Parce que vous avez aujourd'hui le livre 5 qui parle de l'actif. Et le comptable, il parle d'un autre actif. Dans la comptabilité, on parle du fonds commercial. Oui ou non? Les comptables n'utilisent jamais le fonds de commerce. Ils parlent du fonds commercial. Mais nous, on parle du fonds de commerce. Quand on parle de l'actif dans son sens purement juridique, peut-être il y a des choses qui existent dans la connotation juridique, mais qui n'existent pas comptable. Est-ce que dans le bilan, on trouve le nom commercial? Jamais. Est-ce que dans le bilan, on trouve le droit au bail comme immobilisation? Non. Et pourtant, des fois, je me rappelle Bata Distribution dans le temps, il a été liquidé, alors que Bata, les gens qui sont un peu âgés comme moi, ils connaissent que Bata avait les meilleurs locaux à l'échelle nationale. Et que vendre 3 ou 4 locaux, le droit au bail, est largement suffisant pour payer, mais le syndic n'a pas pris en considération ce droit au bail comme un actif, parce qu'il a raisonné dans sa bulle de comptable.
Il faut raisonner toujours dans une autre bulle. Attention, il ne faut jamais... Rappelez-vous l'histoire du chat et de la souris. Lorsque votre chat attrape une souris, pour vous, le chat est un héros. Mais prenez un peu le soin et le temps pour poser la question à la souris, qu'est-ce qu'elle en pense du chat? Donc, vu dans votre bulle, le chat est un héros. Mais vu de la bulle de la souris, le chat est un criminel. Donc, il y a toujours de vérité. Donc, le comptable, il raisonne dans sa bulle. Mais toi, en tant que juriste, tu dois raisonner dans ta bulle et essayer de comprendre et de convaincre le comptable. Attention, mais pour pouvoir le convaincre, parce que lui, il n'est pas obligé de venir vers vous. Parce que de toutes les manières, lui, il va établir un rapport, il s'en fout. Mais vous, en tant qu'avocat, en tant que professionnel, vous devez avoir gain de cause. Donc la personne qui doit chercher à convaincre l'autre, c'est le juriste qui doit forer son nez dans les affaires du comptable. Donc il faut lire un peu sur la gestion financière, il faut lire un peu, parce qu'aujourd'hui, demain, plutôt aujourd'hui, on a une entreprise en difficulté, la question qui se pose, est-ce que je peux saisir les parts sociales des associés? Il y a des gens qui vous disent, non, à partir du jugement, il y a l'arrêt des poursuites individuelles, c'est impossible, donc non. Mais saisir les parts sociales, à qui appartiennent les parts sociales? Je ne pourrais pas avoir une réponse. Mais si je maîtrise la lecture de bilan, les parts sociales, on les trouve où? Dans le passif ou dans l'actif? Passif. C'est une créance. Dans le passif. Donc ce n'est pas un actif. Et la part sociale, elle appartient à qui? À l'associé. La procédure, elle est ouverte contre qui? Contre l'entreprise. Et lorsque même je vais saisir les parts sociales et j'achète les parts sociales, qu'est-ce que j'ai acheté en réalité? J'ai acheté l'actif et le passif. Donc il y a la continuité. Donc le fait d'entamer une action contre la part sociale n'a aucun incident sur l'entreprise. Donc c'est toléré, vas-y. Tu peux acheter les parts sociales d'une entreprise en difficulté. Tu peux saisir les parts sociales. Parce que de toutes les manières, la solution qui sera adoptée sera opposable contre la personne qui est la propriétaire des parts sociales. Donc, la réponse, c'est dans le bilan. Parce qu'un juriste qui reste borné dans sa sphère en tant que juriste risque de perdre beaucoup de choses. Et croyez-moi, parce que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est un conseil très très important, ce qui intéresse les patrons aujourd'hui, c'est là où il y a un risque, elle t'écoutera. Il n'y a pas de risque, il s'en fout carrément de ton conseil. Vous allez me dire aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Je vais reposer la deuxième question. C'est quoi le risque? Non, il n'y a pas de risque, mais quand même, on doit afficher l'image d'une entreprise qui ne laisse rien au hasard. Les hommes d'affaires, donc, je ne sais pas de maquiller leur entreprise. Ce qui intéresse tout chef d'entreprise, c'est de se conformer à la loi pour éviter le risque. Mais s'il n'y a pas de risque, là, c'est la même chose. Imaginez aujourd'hui, on publie demain au bulletin officiel, on va aujourd'hui faire appel à la conscience de tout citoyen. On va supprimer la sanction concernant le code de la route. Si vous êtes un bon citoyen, vous allez respecter le feu rouge. Si vous ne l'êtes pas, on va vous laisser. Est-ce que tous les gens vont s'arrêter? Croyez-moi, c'est très difficile. Mais on s'arrête pourquoi? Parce que j'en suis sûr que la plupart des gens qui conduisent, ils cherchent le policier avant de chercher est-ce qu'il est rouge ou vert. Est-ce qu'il y a un policier ou pas? Ils localisent tout d'abord l'agent avant de localiser le feu. Est-ce qu'il est rouge ou pas? Donc, ça veut dire qu'on a cette tendance de détecter est-ce qu'il y a un risque ou s'il n'y a pas de risque. À 2 heures du matin, j'en suis sûr que tout est permis. Donc, il faut détecter le risque, il faut évaluer le risque, il faut couvrir le risque si on veut être
un bon juriste. Donc, et d'ailleurs, pourquoi les gens justement dans cette philosophie de gestion de risque, pourquoi les chefs d'entreprise au Maroc, tardent vraiment pour déclarer leur cessation de paiement? Parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, tu peux expliquer à un chef d'entreprise, d'accord, tu es en état de cessation de paiement. On va vous dire, oui, je suis en état de cessation de paiement. Il y a une solution pour toi, c'est que le tribunal peut t'accorder un bilan, un plan de continuation de 10 années. Oui, tout cela, c'est bon. Mais vous posera la deuxième question, qu'est-ce que je risque? Vous allez lui dire certainement, il faut quand même être honnête. Si jamais on découvre qu'il y a des fautes de gestion, on peut procéder à l'extension de la procédure à tes biens personnels. Et si vous avez commis de fautes de gestion dans lesquelles l'entreprise, que ces fautes sont la cause directe, peut-être il y a un emprisonnement. Mais si jamais il y a d'une mauvaise foi, des manœuvres frauduleuses, peut-être il y a de la banqueroute. Il finira par vous dire gentiment et poliment, laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Et déjà la réponse est non. Parce que pour lui, même s'il est sûr et certain qu'il n'a pas commis de faute, mais la loi n'a pas défini la faute de gestion. C'est quoi une faute de gestion? J'en suis sûr et certain. Vous avez soulevé tout à l'heure un problème d'ordre fiscal, c'est que les gens, actuellement, mettent tous leurs achats presque au nom de la société. Les gens utilisent le téléphone de la société à des fins personnelles. Les gens utilisent les voitures de la société à des fins personnelles. Les gens, il y a des déjeuners d'affaires chaque jour au nom de la société. Même une petite friture de poisson, il passe dans la comptabilité de la société. C'est un abus de biens sociaux parce que tu utilises l'argent de la société à des fins qui sont contraires. C'est une faute. Donc si on applique la loi, donc rendez-vous au commissariat de police. Donc, étant donné qu'il y a ce risque, les gens ne déclarent pas. Et c'est pour cela que même au niveau des tribunaux au Maroc, on remarque que, je peux vous dire, parce que il y a 4 ou 5 années, officiellement, la France avait déclaré que 95% des procédures finissent par une liquidation judiciaire. Au Maroc, ça doit être plus. C'est pas parce que le tribunal ne s'acquitte pas de leur mission, parce que la plupart des dossiers qui parachutent entre les mains du juge sont déjà en liquidation judiciaire. C'est déjà un cadavre. Et on ne peut pas ressusciter un cadavre. Parce que les gens, c'est pour cela que dans la loi, dans la nouvelle loi adoptée par la France en 2005, le chapitre 11 des États-Unis d'Amérique, donc c'est la loi de la sauvegarde. Ils ont carrément fait la distinction entre ce qui est cession et que la cession ne peut être faite dans le cadre de la liquidation, et on parle de la sauvegarde de l'entreprise, et que la cessation de paiement ne doit jamais être une condition pour pouvoir demander le redressement. C'est comme si vous êtes un malade, je vous traite que lorsque vous avez un ulcère d'estomac. Non, on essaie de réglementer la prévention, mais d'une manière institutionnelle, à ce que les gens puissent venir au tribunal avant d'atteindre le stade de la cessation des paiements. Donc c'est le constat pour lequel aujourd'hui, parce que c'est pas un jugement de valeur, si on fait en termes de chiffres, on va dire 75% ou 95% de demandes finissent par liquidation, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, les tribunaux ne liquident pas, mais les affaires arrivent entre les mains des juges. Si vous êtes juge, automatiquement, vous avez un créancier dont la créance est de 5 milliards et son actif est de 100 000 dirhams. Vous n'allez pas payer à sa place. Donc la solution est claire et s'impose parce que c'est la nature ou la situation financière et économique et sociale de l'entreprise qui commande. Donc la télécommande n'est pas entre les mains du juge, mais c'est la situation, c'est le diagnostic. On ne peut pas dire que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire.
Il a un pouvoir discrétionnaire, mais dans la mesure où il est confirmé par la situation de l'entreprise. Et je fais toujours un exemple par analogie. Si je vous donne par exemple 3 voitures, une 4L, une BMW et Range Rover, ou là je ne sais pas, une voiture dernier cri, et je vous demande de me faire 200 km dans un laps de temps de 30 minutes. Je vous dis que vous avez le choix. En fait, est-ce que vous avez le choix? Parce que la voiture qui pourra faire les 200 km dans un laps de temps de 30 minutes ne peut jamais être, le choix ne peut jamais être une 4L. C'est impossible. Donc tu choisis en fonction de ce qui est demandé. Aujourd'hui, je vous dis que si la situation de l'entreprise est une situation de cessation de paiement, c'est le redressement. Mais si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, c'est la liquidation. Donc automatiquement, le choix, est-ce que le juge a un pouvoir discrétionnaire? Non. En réalité, non. Parce que la situation de l'entreprise impose la solution au juge. Il impose la solution au juge. C'est pour cela que j'ai expliqué l'autre fois, tout à l'heure, que le bilan, d'ailleurs, le législateur, lorsqu'il a disait un bilan économique et financier et social, malheureusement, les syndics, ils préparent un bilan dans la connotation comptable. C'est faux, parce que aujourd'hui, il y a un chef d'entreprise qui vous dit que je suis en état de cessation des paiements. Il la déclare. Est-ce qu'on a besoin de diagnostic pour savoir est-ce qu'il est en difficulté? Le chef d'entreprise nous l'a bien dit. Et à l'appui, il a produit un nombre de documents qui prouvent qu'il est en difficulté. Après 4 mois renouvelables une seule fois, il y a le syndic qui arrive pour confirmer les dires du syndic. Ce n'est pas ça le rôle du syndic. Mais le rôle du syndic, c'est quoi? C'est de préparer un document dans le présent, mais exploitable dans le futur. Est-ce que cette entreprise, parce qu'on a besoin de répondre à 3 questions, quelles sont les sources de la difficulté, pour faire la distinction entre un chef d'entreprise de bonne foi et de mauvaise foi. Les sources, est-ce que c'est une cause économique, financière ou sociale? Une grève de salariés peut entraîner la difficulté de l'entreprise. Deuxièmement, est-ce que cette entreprise peut continuer ou pas? Les perspectives d'avenir. Ça veut dire, moi, en tant que juge, je vais lire le rapport, le bilan économique et financier et social, je vais trouver la réponse, est-ce que cette entreprise peut continuer? Donc c'est l'analyse. Donc il commence, le constat c'est dans le présent, mais il faut que dans le rapport, on doit trouver des éléments qui nous permettent d'avoir une idée sur les perspectives d'avenir par rapport à cette entreprise. Mais de nous faire un rapport comme une photo réelle de l'entreprise, on la connaît. Venir nous dire qu'il y a 5 milliards, il y a 200 000, il y a l'actif, il y a tout ça. Donc tout ça, c'est dans le bilan. Si la société a un commissaire aux comptes, on a tout ça dans les rapports de synthèse, on a des réserves des commissaires aux comptes, qui a une mission légale. Donc on n'a pas besoin d'un syndic pour savoir réellement la situation économique et financière. C'est pas la question majeure. Mais la question majeure, c'est est-ce que cette entreprise peut continuer? Parce qu'aujourd'hui, elle est en cessation des paiements. Parce qu'il y a une mauvaise gestion. On doit s'assurer de la qualité d'information produite par le chef d'entreprise. Oui? On doit s'assurer de la qualité d'information produite par le chef d'entreprise. Bien sûr. Du moment qu'on parle d'expert comptable, l'expert comptable ne dit pas toujours de société. Là, il existe. Il contrôle, il certifie le compte. Mais au niveau du tissu industriel, il y a 70% de l'entreprise qui ne dispose pas d'un expert comptable. Entre le chef d'entreprise, polyvalent, présent, qui Là, même s'il n'y a pas d'expert comptable,
on a des bilans qui sont déposés par le chef d'entreprise. On a aussi, parce qu'il faut lire le livre 5, lorsque tu demandes la procédure de redressement, tu dois produire des documents. Parmi les documents, la liste de tes créanciers. D'accord. Mais ça, c'est une partie du rapport du syndic. Mais que ça soit que le syndic se focalise uniquement sur la fiabilité des chiffres, c'est pas un bilan. Pourquoi le bilan économique et financier et social? Pourquoi le législateur a utilisé? C'est de la macroéconomique, c'est de la microéconomique. Est-ce que le problème s'aborde d'un problème structurel? Est-ce que les sources de la difficulté? Comment je vais, moi, en tant que tribunal, sanctionner un chef d'entreprise parce qu'il est de mauvaise foi? C'est à travers le bilan du syndic. Parce que le syndic, il doit nous dire pourquoi. Aujourd'hui, il y a un syndic, il y a un chef d'entreprise qui s'aventure, il investit dans un domaine qui n'est pas le sien. Il a fait un placement dans la bourse alors que ça ne relève pas de l'objet social de la société. Il a fait. Donc, est-ce qu'elle a géré en bon père de famille ou non? Donc, le syndic ne va pas nous dire texto qu'il y a une faute. Mais on doit, à travers la lecture de son bilan, déduire est-ce qu'il y a une faute ou il n'y a pas de faute. Par exemple, au niveau des états de synthèse, parce que des entreprises qui sont obligées de déposer pour publier 5 états, et des entreprises qui ne publient que 3 ou 2, et donc c'est le bilan qui est en train de prendre les charges. Et il y a d'autres qui doivent ajouter à cela le tableau de financement. Ça, c'est des fautes. C'est des fautes. C'est en cumul. Ça veut dire que tu ne déposes pas le document, tu ne sais pas, parce qu'il y a énormément de choses. Parce qu'aujourd'hui, attention, moi en tant que syndic, je vais passer par exemple, il y a des informations qui sont très importantes. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui accorde des crédits pour ses salariés, moyennant un taux de, je ne sais pas, de 2,5 ou 3%. Ça existe ou ça n'existe pas au Maroc? Ça existe des entreprises qui font soi-disant du social. Ils font des crédits à leur personnel. Mais moi, en tant que syndic, je vais relater ça. Mais je vais me poser comme moi la question. C'est légal ou c'est pas légal? Comment une entreprise en difficulté se permet de donner des crédits à 2%? Comment une entreprise en difficulté achète de l'argent auprès des banques à 6,5, ils le vend à 3, à 2. Il est en difficulté. Donc, c'est une faute de gestion, c'est pas une faute de gestion. Oui, c'est une faute de gestion. Mais quand on ne relate pas ce genre de choses dans notre bilan et dans notre rapport, on ne donne pas la possibilité au tribunal d'établir est-ce qu'il y a une faute ou il n'y a pas de faute, parce qu'il y a l'extension, il y a des imbrications financières, il y a des flux monétaires entre des sociétés. Aujourd'hui, si vous êtes une société dans la même holding, il y a des fois, il y a cette politique pour bénéficier avoir des bénéfices sur le plan fiscal, il y a ces mécanismes qui sont utilisés, les avances financières entre sociétés du même. Il y a quand même des conditions pour qu'ils soient valables. Une entreprise qui est en difficulté prête une autre entreprise qui est dans une situation confortable. Ça passe pas. Mais c'est ce genre de choses, c'est des grains de sable, mais des fois qui risquent d'empêcher le moteur de tourner. Donc, d'habitude, on remarque que les syndics au Maroc, malheureusement, c'est un constat, comme disent les Français, ils caressent toujours dans le sens du poil. Ben, il faut quand même qu'ils fassent autre chose. Il faut aller, des fois, donc il faut l'analyse, parce que aujourd'hui, de dire que l'entreprise est en difficulté, c'est difficile à établir. Parce que d'habitude, au Maroc, il y a une évidence. Lorsqu'un chef d'entreprise dépose sa demande auprès du tribunal, c'est qu'il est en difficulté. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il est de bonne foi ou de mauvaise foi? Ça, c'est le rôle du syndic. Mais quand on dépose une demande de redressement, c'est qu'on est sûr et certain qu'on a, bien sûr, on a des dettes qu'on ne peut pas payer.
il y a un passif qui est très lourd. Mais pourquoi ce passif? D'où vient ce passif? Est-ce que je n'ai pas bénéficié de ce passif? Parce qu'un chef d'entreprise qui change de voiture comme il change de chemise, soit disant pour bénéficier de la TVA, je m'excuse. Le prétexte n'est pas défendable. Je ne peux pas me permettre de dire parce que moi je suis, c'est pas ton entreprise. Tu as des parts sociales, mais l'entreprise, c'est une entité économique. Dans cette entreprise, il y a l'intérêt des salariés, il y a l'intérêt de l'État, il y a l'intérêt de la CNSS, il y a les intérêts des contractants, il y a l'intérêt des partenaires et des alliés de l'entreprise. C'est pas parce que tu veux apparaître comme, je ne sais pas, un saint, que tu vas te permettre d'accorder un déjeuner, la prime de panier, 150, 200 dirhams par salarié. Si tu veux être généreux, fais-le ta poche. Tu ne peux pas, oui, justement. Non, si la situation de l'entreprise est confortable et le permet, tu le fais. Bien sûr, fiscalement parlant et au niveau de la CNSS, il y a un autre débat. Mais si tu es en difficulté, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, j'ai 5 dirhams et je me permets de m'engager. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, en France, j'ai lu un arrêt de la Cour de cassation dans lequel la Cour a qualifié la personne qui accepte la caution, le cautionnement d'une personne, au moment de la signature du contrat de cautionnement, le créancier savait pertinemment que la caution est en difficulté. Le cautionnement est nul. La nullité du cautionnement, c'est la situation financière de la caution au moment de la signature de la caution ne permet pas d'honorer ses engagements. Ce cautionnement ne produit pas des effets. C'est quand même la fiabilité et la transparence au niveau des affaires. Parce que je ne peux pas aujourd'hui m'engager alors que je suis dans le pétrin. Et je m'engage à... Qu'est-ce que ça veut dire? Je fausse le circuit et les entreprises. Il y a un lien direct, bien sûr, entre plusieurs entreprises. C'est pour cela que le livre 5, bien sûr, a mis des règles. Mais ces règles doivent être interprétées dans la connotation et dans la logique des objectifs de la loi. Et, bien sûr, dans l'intérêt de l'entreprise. Et lorsque je dis l'intérêt de l'entreprise peut ne pas être l'intérêt du chef d'entreprise, peut ne pas être l'intérêt des salariés, peut ne pas être l'intérêt de tous les créanciers. Parce qu'aujourd'hui, on peut accorder. D'accord, il y a le principe de l'égalité entre les créanciers. Mais des fois, vous avez un créancier qui a en possession un bien qui est indispensable à la continuité de l'exploitation. Il a un bien entre les mains. On fait de transport de marchandises dangereuses. Vous avez une personne qui a un camion qui est indispensable. Que dit le texte? Est-ce qu'on va dire l'égalité entre tous les créanciers? Mais cette égalité n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, que dit le Code? Le Code autorise au juge commissaire d'autoriser au syndic de payer entre les mains de ce créancier. On lui paie la créance pour récupérer ce bien retenu si ce bien est indispensable à la continuité de l'exploitation. Donc, on adopte des principes, mais on peut transgresser ces principes si ça va permettre à l'entreprise de continuer, bien sûr, l'exploitation. Si vous avez des questions. Donc, il n'y a pas de champion. Question point. Je vous remercie.